quelque part sous l'équateur, une trouée dans la forêt amazonienne brésilienne. C'est le refuge des derniers hommes libres, les Indiens Zoé. Zoé signifie nous. J'ai l'impression de découvrir le royaume de l'harmonie. Aucun lieu, aucune rencontre ne m'a rendu ce mot si évident, si imposant. À se demander si cette origine de l'humanité n'en est pas une forme d'aboutissement. Ma rencontre avec les Indiens Zoé est une vraie tempête mentale. Jamais ne m'est apparue de manière aussi évidente certaines vérités concernant notre civilisation et ses excès. Comme si d'instinct tacitement, eux, qui ne soupçonnent même pas notre existence, nous délivraient un ultime message de raison et de sagesse. Bisa. 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 Wow. Ça, potoro. 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 Toi, tu vas y avoir droit bientôt, hein, ça doit faire mal. Potoro. Ça doit faire mal. Ouais, ça. Là, ça fait mal, ça. Ça fait mal, non? Ça fait... Aïe, aïe, aïe. On va attendre demain pour faire ça pour moi. Hein. Oui, t'aimerais bien que je mette un potoro, hein? Oui. Qui a ça? Tu vois? Hein, chez nous, on fait « je te tiens par la barbichette ». On sait plus se déplacer lentement. Nous qui sommes tous des drogués de la vitesse. Et au moins, ça a une vertu, c'est que ça permet de redécouvrir le plaisir originel du voyage. Aujourd'hui, le plaisir, c'est la destination. Alors que là, c'est le déplacement et on profite du moindre paysage traversé. Pour avoir un ordre de grandeur, l'Amazonie, c'est l'équivalent en surface de l'Europe. Et c'est la taille de la France qui a d'ores et déjà en quelques décennies succombé au feu rampant de la civilisation. 100 mètres carrés par seconde. C'est-à-dire qu'à la fin de notre voyage, dans 90 minutes pour vous, ce seront 120 terrains de football qui auront définitivement disparu en fumée. Bonsoir. Vous serez la nature en Amazonie, ce territoire mythique, ce temple de la nature que se partagent 9 pays et dont le Brésil à lui seul abrite à peu près 70%. Mais l'Amazonie, évidemment, c'est d'abord ce gigantesque bassin où se prélasse le plus grand fleuve du monde sur 7000 km, l'Amazone. Et puis quelque part, c'est une sorte de boule de cristal à travers laquelle, si on le voulait bien, on serait capable d'y lire notre propre avenir, tant celui-ci est intimement lié au sort de la forêt amazonienne. Voilà, grandeur et fragilité de cet Eldorado dont en fait le seul trésor, c'est la forêt. En tout cas, la multitude de services universels qu'elle ne cesse de nous rendre, le garde-manger, la pharmacie de la planète tout entière. Mais plus encore, la forêt, c'est cette gardienne irremplaçable des grands équilibres climatiques, biologiques et hydriques. Voilà, ce soir justement, on va s'intéresser à cette double intensité dramatique de ce territoire assiégé et inviolé à la fois,
qui incarne à lui seul justement cette fragilité et cette puissance associée de la nature. Avant d'aller rejoindre les Indiens Zoé, but ultime de ce voyage en Amazonie, Nicolas Hulot et Laurent Balesta, le biologiste marin de l'équipe Ushuaia Nature, naviguent dans l'archipel des Anavillanas sur le Rio Negro. Ils cherchent une eau claire pour pouvoir plonger à la découverte de la faune de cet affluent de l'Amazone. La passe dans le bateau, ouais. Laurent, je vérifie juste. Attends, je vais enlever un tout petit peu de flotte. Tu me passes les frogs. Oh putain. Je crois que ça va pas être possible là. On prend l'eau. Je voudrais pas dire, mais là on prend l'eau. Déjà, il ne faut pas perdre son sang-froid. Non, mais moi, mon sang-froid, ça Garde va. ton sang-froid. Puis l'eau est chaude. Hein. Voilà, chacun sa L'eau est tâche. chaude. Voilà. Donc, toi, tu vas. J'ai cope. Qui est Qui est cope cope en même temps? Voilà. Non, mais là, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire du tout. Nicolas et Laurent ont décidé d'explorer la forêt inondée d'Amazonie, l'Igapo. Cette forêt est noyée sous des eaux acides, pauvres en sels minéraux. Un milieu étrange, soumis au rythme des crues, qui transforme ces marais en véritable mer intérieure. Moi, j'adore tous ces arbres. Tu as vu les formes torturées qu'ils ont, les troncs torsadés. J'ai l'impression qu'ils ont une âme et qu'ils ont souffert. Elle est belle la forêt ici. La chance qu'on a de pouvoir faire une des plongées probablement les plus insolites qui soient. Et en plus, a priori, comme ça, à part quelques petits sauts de temps en temps, on n'a pas le sentiment qu'il y a beaucoup de choses sous l'eau, mais pourtant. dès qu'on va avoir trouvé des eaux un peu claires, je pense qu'on va se régaler. Bah oui. En même Il faut temps- pas être très ambitieux. Il faut espérer 1 ou 2 mètres de visibilité. Ça sera déjà énorme. Et ça nous évitera peut-être quelques petites frayeurs, parce que bon, il y a tout hein, dans ces eaux. Il y a des Ah, il y a choses tout. sympathiques, et puis il y a des choses, je ne vais pas dire qui sont antipathiques, mais dont on ne sait pas quel type de réaction ils auront à notre contact. Il y a quand même ce qu'on appelle ici les jacarés, qui sont les caïmans noirs. Il y a les anacondas qui régulièrement mangent des caïmans. Non, Ah si. ça j'aime moins. Et puis les fameux piranhas. Voilà. Ça semble être quand même plus de la légende. Il faudrait vraiment que Je pense qu'ils préféreront d'ailleurs... la chair fraîche. Ben ouais, ils préféreront de la chair un peu plus fraîche que de la chair un peu plus... Tu vois, il y a bien des avantages à être un peu plus vieux. Ça, si on m'avait dit un jour qu'on allait plonger dans un des affluents du Rio Negro de l'Amazone, c'est quand même le pied, ça. Voilà. Hop, et voilà. Hop. C'est toi. Bon. T'as vu la couleur de l'eau hein? Là, ça va peut-être être meilleur. Ouais. Bon, allez, Zou. On essaye. Ouais. Sympa pour plonger ici. Hein? Nicolas et Laurent sont équipés d'un scaphandre Frog, un équipement militaire qui n'émet aucune bulle et donc aucun bruit sous l'eau. Une discrétion indispensable, car le peu de visibilité oblige les plongeurs à s'approcher au plus près des animaux pour les observer. Peut-être même un peu trop près à leur goût.
Anacondas, piranhas, caïmans sont des prédateurs terrifiants, parfaitement adaptés à leur environnement. Heureusement, Nicolas et Laurent sont des proies beaucoup trop grosses pour eux. À l'approche des plongeurs, cet impressionnant caïman de 2,50 m de long préfère prendre la fuite. Dans cette rivière aux eaux noires, très pauvre en nourriture, les petits poissons affamés en viennent à se nourrir du mucus que la raie d'eau douce sécrète sur sa peau pour se protéger du sable abrasif. Cette cousine de la raie pastenague possède un dard extrêmement venimeux qui la rend terriblement dangereuse pour tous ceux qui oseraient la déranger. Mais il y a encore plus redoutable, le tremblador, l'anguille électrique, appelée aussi gymnote, qui produit des décharges de plus de 500 volts. Aveugle, elle se repère avec son champ électrique, qui lui sert aussi à détecter ses proies et à les assommer. Si Nicolas ou Laurent recevaient une telle décharge, ils risqueraient de perdre conscience et de se noyer. J'ai un truc qui a un escroc dessus, là, je te jure. Hein. J'ai un truc qui a une chose, je trouve que c'était trop. J'ai un son rouge. C'est horrible. Dans ce pays aux 1000 rivières, plus de 3500 espèces de poissons ont déjà été recensées, bien plus que dans tout l'océan Atlantique. Dans cette forêt inondée 6 mois par an, les poissons attendent l'arrivée de l'eau pour venir manger les insectes, les graines, les feuilles ou les fruits tombés des arbres. Ici, 80% de la ressource alimentaire de la faune aquatique provient de la forêt. Cette interaction entre cette dernière et les poissons atteint un degré à nul autre pareil sur la planète. En se nourrissant des arbres et en dispersant les graines, les poissons permettent à l'Igapo de se régénérer. Dans ces eaux acides très peu oxygénées, certains poissons ont dû développer une ultime adaptation, venir respirer à l'air libre. C'est le cas du pirarucu, le plus gros poisson d'Amazonie, pouvant atteindre 3 mètres de long et peser jusqu'à 200 kg. Toutes les 20 à 25 minutes, il remonte à la surface pour avaler une goulée d'air qu'il stocke ensuite dans sa vessie natatoire. Normalement, celle-ci lui sert de ballast, mais elle s'est transformée au fil de l'évolution en une sorte de poumon. Chassé depuis des millénaires par les Indiens d'Amazonie pour sa chair succulente, le pirarucu est aujourd'hui victime de la surpêche. Incroyable. Incroyable. Tu as vu la queue du pirarucu comme elle était rouge? Et ça, c'est apparemment caractéristique des mâles, qui est en parade nuptiale, comme ça, qui ont la queue très rouge. Pour être franc, à un moment, je ne l'ai pas vu venir. Ah ouais. Je l'avais là, je ne savais pas si c'était un caïman ou... De temps en temps, tu sens des choses bouger dans tes jambes et tu... Bon, allez. Il retourne. T'as vu rien que dans les racines de l'arbre là? Ouais, C'était quoi ce qu'on a? Et c'est des scalaires, tout ça. Toutes ces familles de petits poissons typiques de l'Amazonie. Mais Nicolas et Laurent ne sont pas au bout de leur surprise dans cette plongée au cœur de la forêt noyée.
Ce paresseux à 3 griffes passe généralement sa vie accroché aux branches sur lesquelles il se déplace lentement. Très emprunté lorsqu'il évolue sur le sol, il se révèle être un excellent nageur et n'hésite pas à se mettre à l'eau pour changer d'arbre. Ici vit la plus grosse espèce de tortue d'eau douce au monde. Elle peut peser jusqu'à 70 kg. Chassée pour sa viande et ses œufs, c'est aussi une espèce menacée. Même sanction pour la tortue Mata-Mata, qui possède la particularité de ne pas pouvoir rentrer sa tête sous sa carapace. Heureusement, elle fait preuve d'un mimétisme étonnant avec les feuilles mortes, qui la rend pratiquement invisible sur le fond de la rivière. L'Amazonie, cet enfer vert, décrit par les premiers explorateurs, est un paradis pour nos hommes grenouilles. Ils n'ont même pas le temps de sécher. Surnommé le fleuve mer, le fleuve Amazone est la source de vie de cette forêt, produisant 20% de l'eau douce de la planète, soit la plus grande réserve du monde. C'est ici, dans cette forêt de la pluie, que vivent les Zoés. Ils sont les survivants d'une histoire inconnue. Aucune écriture, aucun vestige ne peut éclairer leur passé. Clandestins de l'histoire que la canopée a protégé depuis la nuit des temps, les Zoés ont développé un lien spirituel très fort avec la forêt, dont ils sont les gardiens pour l'ensemble de l'humanité. Les forêts tropicales représentent 7% des terres émergées. Elles abritent 50% des espèces animales et végétales et sont l'incroyable machine à produire du vivant indispensable à notre planète. Elle est superbe cette phrase. Ouais. La plante est fixe, c'est un fait, et cela signifie qu'elle affronte l'adversité au lieu de la fuir, comme le fait si fréquemment l'animal. Voilà. C'est le plus beau plaidoyer pour le règne végétal qu'a fait Francis Sallet. Ouais. Et il est bon que de temps en temps, certains nous rappellent qu'on aurait, Il nous parle de la supériorité en fait, du végétal sur on l'animal. n'aurait aucune chance de s'en sortir sans la présence du végétal. Le végétal peut-être aurait quelques temps d'adaptation, mais il s'en sortirait très bien. L'animal privé du végétal ne peut plus vivre. Seul le végétal, la cellule végétale est capable de produire de la matière vivante à partir de 3 fois rien. Un peu de lumière, un peu d'eau, quelques sels. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'on ne réalise pas suffisamment combien d'ailleurs toute notre vie et le proche futur est conditionné vraiment à la préservation du monde végétal, évidemment à commencer par les forêts tropicales. L'Amazonie est notre providence. Mais en mettant pour de sombres projets mercantiles la forêt en coupe réglée, on compromet l'avenir de la planète tout entière. Pour lui arracher ses richesses minières pour le luxe de quelques-uns, pour cultiver demain encore plus de canne à sucre pour les agrocarburants des pays les plus riches, ce sont 100 mètres carrés par seconde qui partent en fumée. Le plus grand réservoir de biodiversité et de ressources naturelles mises à sac. Des clés agronomiques et médicales irremplaçables et inestimables pour le futur, jetées par la fenêtre de notre petite et unique maison terre. En spoliant les Indiens de leur territoire, en cédant aux barons du soja, aux éleveurs de bétail et aux orpailleurs, qui chaque jour grignotent un peu plus le couvert forestier, on sacrifie une parcelle de l'avenir de ceux qui n'auront rien demandé à personne, les Indiens d'aujourd'hui comme nos enfants de demain.
Ça veut dire qu'on s'est mis en situation, et ça n'est pas maintenant une vision de l'esprit, dans le courant du XXIe siècle, à faire disparaître de la surface de la Terre le moindre hectare de forêt tropicale. Et au-delà, évidemment, du problème purement éthique que ça représente, il n'y a pas d'issue possible pour l'humanité, et notamment par rapport aux changements globaux, sans cela. Et c'est terrible parce qu'on est dans un état quasiment de crise majeure, enfin de guerre écologique. Tous les jours, il y a des fronts nouveaux. Alors le comble maintenant, c'est que c'est le soja qui cerne partout la forêt, parce que le Brésil est le deuxième exportateur de soja au monde, juste derrière les États-Unis. Et pourquoi fabrique-t-on du soja en aussi grande quantité? C'est ça qui est pathétique. Pour nourrir aller à notre l'encontre. bétail. Voilà. Le bétail qui jusqu'à présent se passait très très bien du soja, puisqu'on pouvait très très bien élever les vaches comme on l'a fait depuis la nuit des temps à la prairie. Donc on voit bien dans quel système l'on est, mais tout cela évidemment se fait dans une vitesse incroyable. Et je dirais que pour moi le fin du fin en matière de pratique, c'est ce qu'on appelle la biopiraterie, c'est-à-dire comment on spolie la culture indigène, on récupère un principe actif, un savoir ancestral et indigène, on lui donne une valeur marchande, on l'exploite, mais sans donner le moindre bénéfice à ceux qui en sont les détenteurs. C'est là que tu vois que dès qu'un univers, quel qu'il soit, notamment un univers naturel, dans le système capitaliste peut avoir une valeur marchande, alors c'est le début de la fin. Et c'est exactement ce qui se passe avec la forêt amazonienne. Sauf que, qu'on soit riche ou pauvre, on ne pourra pas se passer de la présence de la forêt amazonienne parce que, encore une fois, notre avenir et proche avenir est conditionné à sa présence. Sans les arbres qui transpirent, il n'y aurait pas de pluie. Et sans pluie, pas de forêt. Le sol du bassin amazonien déjà acide et peu fertile deviendrait alors un désert. Mais cette étendue luxuriante doit aussi son existence à d'innombrables et étranges créatures. Regarde le paquet de fourmis sur cet arbre. T'as vu ça? J'ai lu que sur un seul arbre, on était arrivé à trouver 80 espèces différentes de fourmis. Sur un seul arbre. Il y a un gars d'ici qui nous a dit que les Indiens se mettent les mains comme ça, ils écrasent. Et avec Avec l'acide formique, en fait. l'acide formique, il paraît que quand tu vas à la chasse, ça permet aux animaux de ne plus sentir tes propres odeurs. Ah, le rôle des insectes. Ce qu'on ne sait pas assez. Je t'ai promis pas la tête. Ce que l'on ne sait pas assez, c'est que dans la forêt, plus un animal est grand, plus il a du mal à survivre. Cette forêt de 6 millions de kilomètres carrés, vaste comme l'Europe, n'existerait pas sans les insectes. Ils représenteraient 85% du poids de l'ensemble de la population animale de l'Amazonie. Ces modestes artisans fragmentent la matière organique pour permettre ensuite aux champignons, parasites, bactéries de terminer le travail de décomposition. Le sol, organisme vivant, peut alors ingérer cette matière, la digérer et la restituer sous forme de micro-éléments vers les systèmes racinaires des arbres. En Amazonie, chaque molécule se recombine et participe ainsi au grand cycle de la nature. Incroyable la virtuosité qu'ils ont. Ceux-là, tu les appelles comment? Je crois que ce sont des woolis. Tout gris comme ça, avec la queue préhensile. C'est marrant quand même. Alors avancez un peu par là, viens voir. Hop. Ah, celui-là. Ouais. Regarde bien, monsieur. Ouais, c'est vrai.
Là-bas aussi, je me demande si c'est pas un rocaille là-bas. Oui. Ouais. Les wakiri, Ils sont Ils faciles ont- à reconnaître. Hein. ils ont une peau très fine, c'est ça, et très irriguée, très En fait, transparente. elle n'est pas pigmentée Ouais. et elle est très irriguée, donc ça leur fait une face rouge écarlate, comme s'ils avaient pris un coup de soleil. On les a appelés les British ou les roast Ouais, beef, c'est ça. hein, sans vouloir se moquer qui que ce soit. On les entend, en fait, dès qu'on rentre dans la forêt, les animaux, on les entend plus qu'on ne les voit. On ne sait absolument pas la population des singes. Non, les Wakari, ils savent qu'ils ne sont pas très nombreux et qu'ils subissent pas mal de Prélèvement pour dommages. Ouais. des D'abord, il y a parties. encore de la chasse Ouais. pour la viande, hein, Ouais. pour les manger. En fait, il y a très peu de viande dans Ouais. la forêt amazonienne et donc même les singes continuent d'être chassés. Ça, à la pour limite, viande. évidemment, on peut le comprendre. Le pire, c'est qu'ils font l'objet, comme beaucoup d'animaux, d'un immense trafic Pour et- les zoos privés. pour les zoos privés ou simplement pour que certains particuliers puissent se donner un semblant d'exotisme avec un singe à leur côté. Il faut quand même rappeler que le trafic des animaux, c'est le troisième trafic au monde, juste derrière les armes et la drogue. Et en termes d'impact sur la biodiversité, c'est colossal, d'autant que pour un animal qui arrive dans on ne sait quel état à domicile, c'est 15 ou 20 qui n'ont pas franchi l'épreuve de la captivité ou du transport. Le commerce animalier, illégal, rapporte plus de 5 milliards de dollars par an aux trafiquants, qui détruisent ainsi souvent l'unique et inestimable richesse d'un pays, sa biodiversité. Contrairement à nous, les Zoé ignorent le gâchis et célèbrent la nature. Pour eux, dans la forêt, tout a une âme. Rivières, montagnes, arbres, animaux sont leurs égaux, disent-ils. La nudité des Zoé et leurs déplacements agiles, rapides et silencieux font d'eux les chasseurs invisibles de leur proie. Ils ont conscience que leur vie est entre les mains de la nature et n'y prélèvent que le nécessaire. Ah, et c'est beau. Voilà. L'Amazonie géante, à perte de vue, avec cette double réalité, son immensité et sa fragilité. Même des vols de légende avec ce petit moteur électrique assez silencieux. La seule chose qu'on entend, ce sont les pales de l'hélice, mais le moteur est silencieux. Magnifique. Donc on pense que, selon des géologues, le cours de l'Amazone se serait inversé au fil du temps, avec le soulèvement des Andes. Autrefois, il coulait d'est en ouest. Évidemment, maintenant, il coule d'ouest en est. Et que si on remonte encore plus loin, eh bien l'Amazone prenait ses sources dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique, à l'époque du Gondwana, où les deux continents étaient encore soudés. Et c'est marrant parce que il y a une théorie actuellement qui dit que arrivent d'Afrique des éléments minéraux qui participent à la richesse de la biologie ici,
et qui arrive par la voie atmosphérique. Et très curieusement, ça voudrait dire qu'il y a encore une espèce de solidarité biologique entre l'Afrique et l'Amazonie. Comme si le lien avec les origines persistait, perdurait. Nicolas arrive à Novairon, un petit village au bord du Rio Negro, habité par les Caboclos, une population métisse d'Indiens et de Blancs. Ici vit Marilda Medeiros. Cette Brésilienne a entrepris, depuis une dizaine d'années, d'éduquer les enfants à la protection d'un groupe de dauphins roses sédentaires appelé Boto. Hop là. Voilà. Que tal? Oh, buenos días. Bom dia. ¿Cómo está? Tá bom. ¿Dónde está el boto? Tá aí. Sí? 1, 2, 3. 16. Hein? Aquí? É. Si? Allez, on va se défaire. Hop. Oh Marilda, tout de bon? Olá, Ça va? tudo bom? Oh. Incroyable. Ele lá é o curumim, Ce dauphin, esse aqui é o lala. c'est Ocorinu. Et celui-là, là, c'est Abrissi. Quelle est l'histoire de ces dauphins? Ah, l'histoire de la protection des dauphins. Ça a commencé tout naturellement avec les enfants. Poderia se permitir. Une loi n'aurait pas fait mieux qu'une bonne communication. Ce projet se développe depuis 10 ans. É, aqui nessa Ici, dans cette région, les gens les tuaient toujours par peur, par rage ou par ignorance. achava que ele encantava. Ils croyaient qu'ils mettaient les jeunes filles enceintes, qu'ils abîmaient la rivière, bref, qu'ils étaient un fléau. E ele acabava saindo do rio. Alors, on a commencé à faire ce travail de prise de conscience et de sensibilisation avec la population. Identificação e sensibilização com a comunidade. C'est dans cette eau rouge du Rio Negro, due à l'énorme quantité de matière végétale en décomposition qu'elle charrie, que vivent en toute liberté les botos d'Amazonie. Depuis qu'il n'est plus chassé, ce groupe de 16 dauphins sauvages a pris l'habitude de venir jouer avec les enfants de Novairon. Un beau moment quoi. Et encore le mot est faible. C'est beau hein. Il y a quelque chose quand on regarde les yeux des dauphins là. Leurs yeux sont minuscules. Ouais, ils sont vraiment petits. Ils sont génétiquement petits. Ils se sont réduits pour développer le sonar. Comme ça, ils arrivent à se guider sans visibilité, juste avec le son et les vibrations. Les dauphins de l'Amazone, sauvages, quand on a la chance d'avoir une petite vision furtive, on est déjà content sur les grands fleuves du monde, mais alors là, une telle proximité, c'est un moment de bonheur. Tiens, viens là. Daqui não é. Tu veux aller nager? Quê? Você pode? Claro, pode. No problem? Não, problema. Tudo bom? Tudo ótimo. Esse daqui sabe nadar, hein, Marildo? Esse jeitinho aqui, ó. Não acho que isso vai estudar aí, Marildo. Já dá um pulo. Pula não, Zé.
Le boto, mammifère intelligent et symbole de la biodiversité amazonienne, est souvent la première victime des saccages des rivières. Son cousin du Yangtze, en Chine, appelé Baiji, a été déclaré définitivement perdu en 2007. C'était une espèce présente dans les rivières de ce pays depuis 20 millions d'années. Erling Söderström est journaliste documentariste. Spécialiste des Indiens d'Amazonie, il a mené dans ce vaste territoire une vingtaine d'expéditions à la recherche de peuples encore non contactés, en collaboration avec la FUNAI, l'organisation gouvernementale pour les Indiens du Brésil. Avant de rejoindre Nicolas Hulot, il fait halte dans le Xingu, chez les Indiens Vora. Por que estão dançando assim? Estão dançando para mostrar para vocês uma cultura nova. Para mim? Para nós. Un petit groupe d'Indiens va de hutte en hutte pour annoncer l'arrivée d'Erling et la fête organisée le soir même. Les Vora sont l'une des 225 ethnies d'Amazonie. À l'arrivée des conquistadors, les Indiens étaient plus de 6 millions et parlaient 1300 langues vernaculaires. Aujourd'hui, subsistent environ 430 000 Indiens et 181 langues, dont certaines parlées par moins de 400 personnes. Au contact de notre civilisation, les Vora semblaient condamnés au triste destin vécu par de nombreux peuples indigènes d'Amazonie. Désagrégation sociale, dépendance économique, perte d'identité culturelle et incorporation progressive au modèle de misère sociale des Indiens d'origine. Aujourd'hui, les Vora, forts d'une démographie en constante augmentation, défendent fièrement leur statut d'autochtones. Leur revendication culturelle et territoriale devient le principal garde-fou à la déforestation sauvage de l'Amazonie. Chaque contact, même bien intentionné, s'est toujours soldé négativement pour les Indiens. La collision culturelle est trop forte. La FUNAI milite maintenant pour que l'État les laisse en paix. Et en même temps, elle doit les recenser car leur existence, une fois avérée, permet de protéger leur territoire et leur identité dans un cadre légal. La forêt n'a jamais été vide. Les Indiens l'ont toujours habitée. Il reste au moins une cinquantaine de tribus non contactées dans la forêt amazonienne. Erling connaît l'emplacement de quelques-unes d'entre elles qui n'ont aperçu de notre civilisation que la trace d'un avion dans le ciel. Erling Söderström est accompagné d'Eric Simoes, un médecin brésilien qui doit faire passer une visite médicale très approfondie à l'ensemble de l'équipe d'Ushuaia Nature. La moindre infection, même bénigne, signe l'interdiction absolue de pénétrer le territoire des Zoé. C'est le docteur? Oh,
How are you, Nicolas? Heureux de vous rencontrer. Toute l'équipe vous attend. Et ils espèrent qu'ils sont OK pour aller voir les Zoé. Je croise les doigts. Allez, montez à bord. Ils sont un peu inquiets de passer la visite médicale parce que... Quoi, ils apportent la peste? Non, mais ils se disent que si jamais ils ont quelque chose, ils pourront pas aller chez les Zoé. Et je pense que on aura une occasion une fois dans notre vie de voir les Zoé. Faire attention là quand même. C'est un peuple fragile. Allez, venez à bord, on va aller voir ça là-haut. Alors... Viens voir. Montre-moi. Le triangle noir, ça c'est des Zoé? Les triangles là, c'est les peuples isolés qui ont été contactés. Et là, c'est les Zoé. Alors, on est quand même en droit de se poser une question. À partir du moment où la FUNAI a décidé de tout faire pour préserver, je dirais, l'intégrité culturelle des Zoé, dès lors que la médecine, appelons-la conventionnelle, intervient, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'antagoniste? Essa é uma grande questão. C'est une grande question. Et personne ne sait jusqu'où on peut aller. Avec les Zoé, nous avons dû intervenir, mais nous essayons de le faire le moins possible afin de préserver leur culture. C'est notre philosophie. Mais personne ne sait si nous avons tort ou raison. On peut sauver une vie et en même temps détruire toute une culture. Est-ce qu'on ne prend pas le risque, mais c'est une question sans procès d'intention, mais en leur faisant bénéficier de notre expérience médicale, que simultanément, eux ne perdent leur propre connaissance médicale? Ce risque existe, et c'est pour cela que nous attendons toujours qu'ils utilisent en premier leur connaissance et leur technique médicale. C'est seulement quand ça ne marche pas qu'ils viennent nous solliciter et nous intervenons. Bon, on sera très heureux de vous revoir là-bas. Toute l'équipe vous attend au-dessus à l'étage. On vous retrouve dans quelques minutes. Alors attends, remontre-moi. On va repartir. La FUNAI, avec l'aide du docteur Simoes, a installé un dispensaire à l'endroit où les anciens missionnaires avaient ouvert un poste sur le territoire des Zoé. Joao Lobato, le chef de la mission FUNAI, est le seul étranger à parler leur langue. Il est indigéniste, une profession typiquement brésilienne qui consiste à être à la fois ethnologue, aventurier, explorateur, géographe, fonctionnaire, défenseur des droits des Indiens et artiste peintre. Il attend l'arrivée de Nicolas et de Erling, déclarés aptes à pénétrer dans cette zone protégée. Alors le premier contact avec les Indiens Zoé est en fait excessivement récent. Il date de la fin des années 70. Un contact assez furtif, juste une brève observation réciproque. Et le contact suivant... C'est en 85 d'abord. Les missionnaires très prosélytistes sont venus ici pour convertir les Indiens Zoé, pour leur apprendre la Bible, pour changer le comportement, pour les habiller, pour leur apprendre le péché et toutes les règles qui n'ont pas vraiment de sens pour eux. Et après, la FUNAI a mis les missionnaires dehors et a fait en sorte que les Indiens Zoé puissent continuer à vivre sans autre influence. Et d'ailleurs, cette influence souvent néfaste, et je dis ça sans parti pris des missionnaires, me fait penser à cette phrase d'un prix Nobel de la paix que tu connais qui s'appelle Desmond Tutu. Et il disait, vous les Blancs, quand vous êtes arrivés, vous aviez la Bible et nous avions la terre. Et vous nous avez dit priez. Alors nous avons fermé les yeux et nous avons prié. Et quand nous avons rouvert les yeux, nous avions la Bible et vous aviez la terre. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé un peu partout dans le monde avec l'arrivée des missions. 2 heures de vol
sans aucun atterrissage possible au-dessus de cette jungle préservée, vont être nécessaires à Nicolas et à Erling pour rejoindre le territoire des Zoé, les derniers hommes libres. Dans un petit avion, Nicolas Hulot et Erling Söderström survolent l'état du Pará dans le nord de l'Amazonie brésilienne. Ils se dirigent vers une étroite piste dans la jungle, à la base Esperança, au cœur du territoire des Indiens Zoé. Cette rencontre que nous allons avoir, je pense que c'est une des rencontres, probablement la rencontre la plus exceptionnelle que l'on puisse avoir en ce début de 21e siècle. Et il faut bien avoir conscience de ce privilège, avec tous les devoirs et les obligations que cela nous donne de faire ça le plus délicatement possible et en respectant toutes les règles de discrétion. Tu sais, Nicolas, si on prend un des Zoé et qu'on l'amène chez nous à Paris, hein, il va être complètement perdu là. Mais maintenant, nous allons dans l'univers où eux, ils sont les vrais maîtres. Et nous, on est perdus là-dedans, hein, comme des enfants. Incroyable de trouver quelqu'un ici. Je les vois au bord de la piste. Ils ont entendu l'avion de loin. Olá! Ah, olá! Ah, tudo bem? Tudo bem, você? Ah, voltei. Voltei agora. Ei, menina. Quelle émotion, hein? Oh là là. Il faut un moment. Incroyable. Bienvenue au paradis, un des derniers sur cette planète. João. Olá. João, tudo bem? Sim, está bien? Tudo tranquilo. Nicolas. Nicolas. João? João. Ah, João. Très heureux d'être là. Fique à vontade. Bienvenue, faites comme chez vous. A recepção tá boa, todos vieram aqui para Ótimo. Dis-leur de les remercier de nous accueillir. Diz para eles, na sua língua, em que agradecemos tanto essa recepção de receber, de encontrar eles. Kirahi, Nicolas. Nicolas correndo. Nicolas, oi, orei. Zé Canso, Assak, Oreihu. Oreihu. Gracias. Nicolas. 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 Olá. Nicolas. Vamos chegar até a casa? C'est trop fort. On a peur de, tu vois, de faire quelque chose de pas bien, quoi. On sait tellement que ceux qui nous ont précédés ont fait tellement de tort et de mal que soi-même on se sent un peu coupable de tout ça. Ils sont tous prêts à nous accueillir, ils sont contents de pouvoir te recevoir. Ils vont tous, ils vont avoir des questions, ils vont avoir plein de choses à découvrir sur toi aussi. Hein. Eh bien, on va échanger les questions et les réponses alors, avec plaisir. Olá. Oreihu.
Le territoire protégé des Zoé s'étend sur 6600 km². Ils sont arrivés sur cette terre il y a environ 200 ans, probablement repoussés dans ce lieu inaccessible par des colonisateurs européens. En 1991, année de l'expulsion des missionnaires, la population Zoé était sédentarisée autour de 2 postes de contact. Aliénés par les biens de consommation, dépendant de la nourriture importée, ils étaient en marche vers une totale déstructuration culturelle. Avec l'arrivée de João Lobato comme chef de poste de la FUNAI, il n'est plus question de préparer les Indiens à l'arrivée de notre civilisation, mais au contraire de les protéger du monde extérieur. Il a alors adopté une nouvelle politique volontariste pour rendre leur autonomie aux Indiens en les encourageant à reprendre leurs activités de culture, de pêche et de chasse en forêt. Hommes et femmes portent un labré en bois qui leur perce le menton, le poturu, du nom de l'arbre dont il est issu. Marque de beauté et d'identité sociale, porté avec fierté, il est le symbole ethnique par excellence. La cérémonie de perçage de la lèvre inférieure, pour le premier poturu, est un rite important pour resserrer les liens du clan. Elle a lieu vers 7 ans pour les filles et 9 ans pour les garçons. Pour João, qui a une confiance totale dans la sagesse de ce peuple, les Zoé n'ont pas besoin de nous. L'isolement est le meilleur moyen de préserver leur culture et leurs ressources. João a établi des règles très strictes pour les rares visiteurs admis chez les Zoé. Pour Nicolas et Erling, il est impossible d'échanger, par exemple, quelque objet que ce soit ou de donner de la nourriture. Et les 2 visiteurs doivent impérativement dormir à l'écart des villages. Allez, un bon bouquin. Et on va s'endormir. Ah, puis alors ça, c'est un titre prémonitoire de Romain Gary. La nuit sera calme, espérons. Ah, ça c'est bien. Les réveille pas, toi. Tous les mêmes, hein, les petits garçons. Dès que les frères et sœurs dorment, on les réveille. Ça va? Il y a un mélange d'enfants, de grands-parents. Il y a une douceur. Il y a une attention, il y a une convivialité, il y a une chaleur humaine. Autant de choses qui sont un peu parties en fumée chez nous. L'univers des Zoé ne semble pas avoir changé depuis des siècles, malgré quelques objets abandonnés par les missionnaires. Couteaux, machettes, briquets, lampes, miroirs où chacun n'en finit pas de se regarder. Nicolas a été adopté par Awapoy, un petit garçon qui lui fait découvrir son village. Les Zoé vivent dans une grande complicité avec toutes sortes d'animaux qui ont échappé à leurs flèches et qui sont à jamais leurs protégés. Perroquets, coqs de roche, toucans, vautours, singes, tortues, rongeurs créent une animation joyeuse et colorée qui complète le tableau idyllique.
t'intrigue, hein, tous ces objets inutiles. Hein. Ça t'intrigue, hein, tout ça. On doit se poser les mêmes questions, mais à l'envers. Les femmes aiment s'enduire le corps d'une teinture rouge extraite du roku, un arbuste dont la sève est utilisée aussi bien pour la toilette et les rituels de beauté que pour ses qualités antiseptiques. En l'honneur d'un des leurs qui vient d'être tué dans la forêt par un jaguar, les Zoé fabriquent des parures qui vont être portées uniquement lors d'une fête rituelle, le Sepi, qui va avoir lieu cette nuit dans un autre des 11 villages de leur territoire. Fourrure de pécari, plumes blanches de vautour, bocs de châtaignier, carapaces de bigorneaux de la forêt, graines enfilées dans du coton sauvage, servent à la confection des tiares, bracelets et ornements d'hiver. Tous les Zoé quittent leur village pour rejoindre le lieu de la cérémonie de purification. Il faudra à Nicolas et Erling une demi-journée de marche dans une forêt préservée et sauvage pour l'atteindre. On comprend mieux ce que c'est qu'une file indienne là. Hein? Ah, regarde-moi ça, c'est tellement beau. C'est quand même une grande chance de pouvoir partager comme ça un moment de forêt avec les vrais hommes de la forêt, quoi. Avec les premiers peuples. En plus des ornements pour la fête, tout le monde a pris son hamac et aussi ses animaux de compagnie. Tiens, t'as soif? C'est bon, hein? Ah oui. Et l'eau est pure ici aussi. Tu vois, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils ont des peaux parfaites, il n'y a pas une égratignure. T'as l'impression qu'ils se blessent jamais. Ah, ils n'ont pas besoin des habits. Hein. Ça fait une culture de bactéries. Oui, mais ils pourraient quand même avoir un minimum d'égratignures ou de cicatrices. Ouais. Et t'as l'impression qu'ils sont totalement protégés. Ils se faufilent. Allez, on y retourne. Tiens, Nicolas. Tu vois cet arbre ici? Ouais. Ça fait quelques jours, il y avait deux hommes ici, ils coupent les arbres. Ils furent attaqués par un jaguar qui a pris ici même, qui a pris l'un des hommes. Et l'autre, lui, il est venu avec une hache qui a tapé sur le jaguar. Il est retourné au village pour chercher du secours. Et quand ils sont revenus, ils ont attendu le jaguar auprès de l'homme qui alors était mort. Et ils ont tué le jaguar sur place. Mais comme... Ah, c'est là. Là, juste là, d'accord. Voilà. Et il l'a attrapé par derrière, c'est ça? Par derrière, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Alors aujourd'hui, il faut faire une cérémonie puisque les mauvais esprits les ont attaqués. Il faut purifier tous les villages. Il faut faire une grande cérémonie de purification pour se dégager de ce malheur. Toute la communauté se réunit? Tous les Zoé.
Dans la forêt, les rencontres avec les jaguars sont fréquentes. Au cours de sa vie, chaque Zoé se battra au moins une fois avec un de ces terribles prédateurs. Ces dernières années, 5 de ces confrontations ont été mortelles pour les Zoé. Et où? Et où? Ah bah ça c'est du quoi? C'est du loot. Mandioca. Les manioc? Oui, c'est des graines de manioc. Ils partagent spontanément ici. Hein. Oui. Hein? Merci. Sortant du village, le maître des cérémonies apporte les longues jupes de danse portées par les hommes. Appelées sipi, elles sont fabriquées en fibres végétales. Tout le monde doit attendre la nuit pour entrer dans le village. On va où? On peut s'installer chez eux au milieu, là. Ils nous ont laissé un espace. Hein. Nous, on ne fait pas partie du cercle magique. On sera obligé de rester en dehors, comme spectateur. Joao a exceptionnellement autorisé Nicolas et Erling à dormir dans le village afin de profiter de la fête qui va durer toute la nuit. Voilà, on va passer la nuit ici, Nicolas. On a un toit. Ça va comme une petite chambre d'accueil. T'en sors? Comment? Elle est pas un peu légère ta ficelle, Erling? À mon avis, tu sous-estimes ton poids. Hein. Regarde ça. Je crois que c'est pas la plus belle nuit du monde. Nous sommes presque les premiers au monde. Peut-être une petite poignée de monde extérieur qui sont venus à assister à ce spectacle de toute la tribu. Tu crois? C'est beau ça. Et c'est le seul moment en fait où ils s'habillent? C'est le seul moment où on s'habille avec toutes ces décorations. Hein. Et c'est aussi le seul moment où tout le peuple Zoé est réuni. Il n'y a pas de rencontre régulière? Il n'y a pas de rencontre régulière. Ils font un événement comme ça? C'est quand il y a l'événement de grande purification que toute la tribu est présente. On va être au premier plan pour le spectacle là. Et ça va pas tarder. Les hommes tapent sur le sol avec des bâtons pour marquer le rythme et enfouir les mauvaises énergies. Ainsi commence la fête de purification du sépi, le rituel collectif le plus marquant de la culture Zoé, celui qui cimente la dynamique sociale entre les différentes familles et ramène l'harmonie après la mort. Le défunt a été enterré dans la forêt avec tous ses biens pour qu'il puisse suivre son chemin dans son nouveau monde. Il emporte avec lui sa calebasse pour boire de l'eau, son arc et ses flèches pour continuer à chasser. Sa maison a été brûlée. Chez les Zoé,
il n'y a pas d'héritage. Le sépi désigne à la fois la fête et la boisson servie à un certain moment du rituel. Un breuvage fermenté à base de fruits et de légumes de saison. Ce liquide n'est pas alimentaire mais rituel. Il est destiné à être collectivement régurgité par tous les hommes après une nuit de danse et de chant. Un acte de purification du corps et de renaissance à la vie. La fête du sépi donne aux Zoé la conscience d'appartenir à une seule société humaine. Une société où tous sont nous. Quand on est là dans une ambiance aussi étonnante, j'ai du mal à imaginer qu'au même moment, à 50 km au-dessus de nos têtes, il y a des hommes dans une station orbitale, qu'à cette heure-ci, la bourse de Tokyo est ouverte. Et qu'au même moment, dans le métro parisien, on est en train de s'y bousculer. Tout cela sur une même planète. Pas eu froid? Oh, un petit peu, mais bon, j'ai mon petit sac de couchage. De temps en temps, ils ont ramené des troncs d'arbres comme ça. Tu sentais la chaleur qui arrivait en dessous. Ah oui, il y avait la brûle sous la mec. T'as vu cet animal avec lequel elle dort là-bas? Je sais pas ce que c'est. Ça va? Bien ça chez les enfants. Je vous ai à peine entendu. Par contre la fête ça a duré tard. Hein. La cérémonie. Mais c'est pas fini encore. Ils n'ont pas du tout d'intimité? Ah bah ici c'est très collectif, mais en fait la vie amoureuse elle se fait pas ici. Ça se passe dans la forêt. Chaque couple trouve son petit espace à l'exclusion des autres. Tout ce qui est intime c'est dans la forêt? C'est dans la forêt. Ah, ça protège bien des regards. Hein. Oh, c'est chaud ça. Hein. Moi j'ai eu un peu froid, tu vois. Eh oui. J'avais pas le tronc d'arbre sous mon hamac, puis je l'ai mis un peu haut. T'as bien dormi? T'as bien dormi? Hein? Oh, Nicolas. Au petit matin, les longues jupes végétales sont jetées à l'écart du village après avoir absorbé tous les maux de la société Zoé lors du rituel funèbre. Après cet exorcisme,
l'harmonie est revenue au village. Chacun peut de nouveau vaquer à ses occupations habituelles. Les Zoé ne consacrent pas plus de 2 heures par jour aux tâches quotidiennes. Cuisine, chasse, cueillette, vannerie. Le reste du temps, ils se reposent, se baignent, rêvent ou s'amusent. Ils élèvent avec beaucoup de soin une grande quantité d'animaux sauvages, notamment des agoutis et des pécaris. Et ils ont développé une relation particulière avec ces cochons sauvages qui, tels des chiens de garde, les alertent de l'arrivée d'un étranger en claquant des dents. Les Indiens racontent qu'au début de la création de l'humanité, quelques pécaris ont été transformés en zoés, ce qui explique peut-être leur complicité avec ces animaux. Les Zoés sont aussi des cultivateurs de bananes, de piments, de manioc, de tubercules divers et collectent différents fruits sauvages, notamment la châtaigne qu'ils trouvent ici en abondance et qui est un complément protéinique indispensable. C'est aussi un très bon médicament contre le mal de gorge, une fois mélangé avec le sel que l'on extrait d'un arbre en le faisant se consumer lentement. Ils cultivent une variété de coton et un bambou adaptés à la fabrication des flèches. Chaque chasseur se déplace toujours en forêt muni de 5 flèches différentes. Une à pointe amovible pour les petits rongeurs, une très pénétrante pour les grands animaux, une autre plus puissante encore pour les carapaces de tatou, une flèche à bout moucheté pour capturer les oiseaux sans les blesser, et enfin la dernière, en forme de trident, pour la pêche. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est la manière dont ils font leurs flèches et le temps qu'ils passent pour faire l'empennage derrière, tu vois, avec les plumes d'oiseaux. Et souvent, ça peut être des plumes de 2 oiseaux différentes. Pour donner justement ce mouvement de trajectoire parfait, ils m'ont expliqué les différentes espèces d'oiseaux qu'ils ont cherchées. Et très souvent, c'est aussi des vautours. Et ici, il n'y a pas de vautours. Alors, ils sont obligés d'aller encore plus loin pour trouver des vautours pour faire leurs flèches. Tu me disais que les enfants, ils ont un succès quand ils tirent à l'arc, 8 sur 10 presque. Quelque chose comme ça. Incroyable. Incroyable. Et ils commencent très jeunes. Hein. Ils commencent jeunes. Moi, j'ai commencé très jeune avec le vélo chez nous. Hein. C'est pareil. Tu me diras comment tu te coupes les cheveux, je ferai pareil, moi. Hein? À proximité du village, les chasseurs ont tué un bushmaster, le serpent le plus dangereux de la jungle. On lui impute une dizaine de morsures graves chaque année. Heureusement, les Zoé ont développé une très forte immunité contre les reptiles venimeux. La dépouille de celui-ci a très vite trouvé une utilité. Chasseurs émérites, les Zoé sont aussi d'ingénieux pêcheurs. Pour organiser une partie de pêche, nul besoin ici de filets, de lignes ou d'hameçons. Une simple liane suffit, le timbo, que les hommes préparent avec minutie.
Les Zoé vivent en pleine intelligence avec la nature. Ils savent faire beaucoup avec peu. L'écologie chez eux est une manière d'être. Écrasé puis plongé dans la rivière, le timbo libère un suc blanc qui absorbe l'oxygène dissous dans l'eau. Les poissons, engourdis, deviennent alors des proies faciles pour les pêcheurs qui n'ont plus qu'à les cueillir à la main ou à les harponner. Chez les Zoé, l'individu prime, mais leur force est de pouvoir penser et agir collectivement. Ici, la solidarité est une seconde nature. On ne demande pas, on obtient. Le mot merci n'existe pas dans la langue des Zoé, car le partage est spontané et la convoitise inconnue. Il ne manque de rien car tout est là, gracieusement et à portée de main. La forêt-pharmacie et la rivière-restaurant pourvoient au nécessaire et sont en libre service. Il existe un précieux et rare équilibre entre besoins et ressources. Les chasseurs Jverzit et Ayambo sont les deux maris de Woy. Elle a accouché il y a 10 jours d'un bébé qu'elle a appelé Erikiari. Chez les Zoé, la polygamie et la polyandrie sont les bases de la relation familiale et de la cohésion sociale. Pour le bain rituel du nouveau-né, les pères doivent trouver l'écorce du ciboy, l'arbre à savon. Tous les Zoé possèdent les clés précieuses, innées et acquises pour vivre et survivre dans la forêt. Chez eux, il n'y a ni chef ni chaman. Le savoir se transmet sans exclusive et sans retenue. Il est un bien collectif. Un héritage qui unit et relie les Zoé d'hier, d'aujourd'hui et espérons-le de demain. Il ne faut que quelques minutes aux deux chasseurs pour se fabriquer des sacs à dos végétaux jetables. Tressé avec les feuilles du palmier sakuri, il est extrêmement utile pour transporter toutes sortes de charges glanées au fil de leur pérégrination dans la forêt. Ce sont les femmes qui, au village, préparent l'écorce du ciboy. Cette pelote de fibres végétales, une fois mélangée à l'eau, se transforme en savon naturel et en un antiseptique pour la peau. Comme le veut la tradition, Woy a accouché assise dans son hamac avec l'aide des autres femmes. Elle a donné naissance à Erikiari, un bébé en très bonne santé, le 242e Zoé.
te rends compte où il est né, lui? Hein? Ah, il est mignon. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont des règles ou quelque chose qui s'apparente à des lois? Est-ce qu'il y a des interdits? Et si on transgresse ces interdits, qu'est-ce qui se passe? Et qui fait quoi à ce moment-là? Bah, à ma connaissance, il n'y a pas de punition en tout cas. Il n'y a pas de prison, il n'y a rien comme ça. Heureusement. Bon. Não temos penalidade. Non, il n'y a pas de pénalité. Ils sont étonnés quand je leur parle de prison, où les gens sont enfermés, où les gens sont pénalisés, et ils restent anéantis par tout cela. O fugir da regra. Non, s'éloigner de la règle ici, sortir de la règle, ce qui peut arriver, c'est qu'une personne soit dépréciée à cause de cela et mise à l'écart parce qu'elle ne participe pas à l'organisation et à l'harmonie de la société. Acompanhando o momento de organização, a harmonia. Dans le cas où la personne n'est pas en accord total, Desarmonia total. la pénalité est la suivante. Dela é grupo Un groupe se constitue, agarra essa pessoa, attrape cette personne, vai com ils ela la no mettent chão, par terre começa et lui font des chatouilles, jusqu'à ce qu'elle rigole. ela e a gritar. C'est comme si c'était une thérapie. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Entendo assim. Ah, toi, tu seras un chasseur plus tard. Regarde les arcs, enfin, les flèches, le grenier, tous les petits sacs pour partir dans la forêt. Ah, le mobilier est restreint, hein, mais juste l'essentiel. Le superflu, ici, on ne connaît pas. Hein? Ça, c'est nous qui avons inventé le superflu. Eh oui. Et le gâchis. Et comment on dit jaguar? Où c'est? Où c'est? Où c'est? Où c'est? Ouais. Voilà. Osse. Et lui, comment on dit? Hein? Possé. Que possé? Et il va se venger sur mon oreille, tu vas voir. Ah, il a pris la cuillère. Et alors toi, ils t'ont attaché. Ben oui, il faut dire que leur espace vital, il est là. Et après, dès qu'ils veulent partir dans la forêt, il faut qu'ils y aillent avec des parents parce que on se rend quand même pas compte, mais le danger est juste derrière. Hein. Ici, un serpent ou un jaguar et c'est vite fait. Hein. Faut pas se fier aux apparences, même si cette forêt paraît providentielle, elle a aussi ses dangers. Hein. Il y a le revers de la médaille. C'est pas simple de vivre dans la jungle. Hein. Ils ont peur de l'esprit Tawhid, qui est l'esprit de la mort, souvent symbolisé enfin par un aigle. Et il dit que son frère a été touché par Tawhid et il est mort. Est-ce que Joao peut demander à lui ou à lui, est-ce qu'ils savent jusqu'où va la forêt et qu'est-ce qu'il y a après la forêt? Que é cão opa e muita soi cha que é cupé. Muita sou que é cupé que é né. Onde do que dito da vela? Que de Tá rotendo na cucuída, do tenana. Já. Ela não vai até e o cão saba. Morre Les Zoé m'expliquent qu'ils ne sont jamais allés au-delà de la forêt. Leur connaissance du monde extérieur leur a été rapportée il y a environ un siècle par une femme de leur clan qui, après avoir été kidnappée, est revenue avec un savoir sur ce qu'ils appellent le bout de la terre. Ainsi, elle leur a transmis que pour le reste du monde, leur fleuve se nomme Amazon.
Amazonas. Nous, on vient de très très loin, de l'autre côté de la Terre pour les voir, et qu'on les remercie et qu'on était très heureux de les rencontrer. Que ça a été très bien. Ils nous ont accueillis, ils ont dit oui, vous pouvez venir. Il y a eu un très bel échange de ce que nous on a pu leur donner et de ce que nous on a reçu d'eux. Et eux ils sont aussi très satisfaits avec ça. Merci. Obrigado. Dis-leur que quand on va rentrer chez nous, on va raconter à nos enfants ce que l'on a vu et que la nuit on pensera à eux. Les Zoé ont la beauté de ceux qui vivent sans angoisse. Ils parlent, communiquent, se touchent, racontent, surveillent les enfants sans relâche, éveillent les anciens sans effort. Il y a des tâches, mais pas de travail ni d'obligation. Les uns chassent ou pêchent, d'autres cuisinent, vannent, tissent, soignent et entretiennent le foyer pendant que d'autres se lavent ou aiguisent les flèches. Mais on joue aussi, on chante, on danse, on câline, on regarde. On se pare, on apprend, on enseigne. Et souvent on ne fait rien sans la moindre trace d'ennui. L'esprit divague avec le visage épanoui de ceux qui savent vivre le moment présent. Le temps, comme l'Amazone, se dilate dans l'infini. Tout est beau. Les gestes les plus élémentaires. On a l'impression d'une page oubliée de la Genèse. Je ne sais pas comment on va faire quand on va rentrer chez nous pour raconter tout ce qu'on aura vu. On va forcément le faire avec beaucoup de maladresse et de manière très caricaturale. Heureusement, les images sont là, avec leur part de vérité. Et je crois qu'avec le temps, d'ailleurs, nous-mêmes, on va avoir du mal à distinguer ce qui appartient au rêve et à la réalité, tant tout ce que l'Amazonie nous a offert, à terminer par les Zoé, défie en permanence les règles du sens commun. Il ne faudra jamais oublier qu'ils ont leur vérité et que surtout, ils représentent une part essentielle, authentique de l'humanité, un peu comme s'ils en étaient l'unité de mesure ou la première référence. Une chose est certaine, ils ont beaucoup plus à nous apprendre que l'inverse. Quand on voit tout ce qu'on a sacrifié comme lien à la notion de bien et de possession, quand on regarde nos sociétés standardisées, basées sur la compétition, le rendement et l'accumulation, et surtout quand on compare leur quotidien avec le nôtre, qui est régi essentiellement par la satisfaction de nos désirs matériels, en confondant en permanence, enfin en tout cas bien souvent, le bonheur et le plaisir. Enfin, au-delà de ces considérations, je pense que notre premier devoir d'humanité, c'est de ne rien faire, de près ou de loin, directement ou indirectement, ici ou ailleurs, qui puisse en quoi que ce soit influer sur le libre choix de leur destin. Je crois que si on arrive à respecter cette règle d'or, alors peut-être enfin aurons-nous un véritable indice de civilisation. Laissez les Zoé vivre en paix. Et pour ce faire, eh bien, protéger d'une manière intraitable et intransigeante la forêt amazonienne et par là même, quelque part, peut-être sauver l'humanité tout entière. Bonsoir.